La souffrance est inhérente à la condition humaine. Dans la lignée du psychiatre Jean Furtos, on peut envisager une santé mentale satisfaisante comme la capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné et transformable, sans destructivité mais non pas sans révolte, ou, autrement dit, comme la possibilité de surmonter les tensions normales de la vie. Cela étant, s'il est important de se tenir à l'écart de la pathologisation systématique, il n'est pas non plus question de banaliser la détresse psychologique. Toute souffrance mérite d'être accueillie et reconnue. Un soutien le plus précoce possible est, dans tous les cas, associé à une limitation des risques d'aggravation de la situation. C'est pourquoi, sans chercher à fournir des critères catégoriques qui permettraient de reconnaître la présence de tel ou tel trouble mental, le diagnostic demeure du strict champ de compétences des professionnels spécialisés, ni même de décréter si une souffrance ou une difficulté identifiée relève ou non de la pathologie, l'objectif de cette vidéo consiste à proposer des points de repère généraux, à partir desquels éveiller son attention et affiner ses observations. Et pour cause, la souffrance psychique peut se manifester de diverses façons et sur différents plans. Émotionnel, cognitif, comportemental, verbal ou physique. Dans le meilleur des cas, la personne parvient à exprimer ce qu'elle traverse, dans une certaine transparence, avec ses propres mots. Un accueil bienveillant et une écoute sans jugement représentent les conditions minimales favorables à ce qu'une personne ose se déposer. Mais tout le monde ne parvient pas pour autant à mettre des mots sur sa souffrance. Or, les signes témoignant d'une difficulté psychologique sont multiples et non spécifiques. Ils peuvent prendre des formes variées en fonction des individus, mais aussi chez une seule et même personne. Tentons d'y voir un peu plus clair et épinglons quelques points d'attention afin de ne pas passer à côté d'une personne qui serait en détresse sur le plan psychologique, et ce, y compris s'il s'agit d'une souffrance silencieuse. Pour ce faire, avançons en 2 temps. D'abord, balisons la diversité des signaux potentiels auxquels être attentif. Ensuite, établissons quelques éléments qui doivent constituer des critères d'alerte. Au sein du large spectre des manifestations de la souffrance psychologique, certains signes sont plus explicites que d'autres, et certains suscitent plus spontanément des réactions d'empathie. Afin de garder à l'esprit les multiples façons dont la souffrance psychique peut s'exprimer, il peut être utile d'avoir en tête au moins 3 grands types de signaux possibles en fonction des modes sur lesquels se gère la souffrance vécue. Ces modes ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais peuvent se combiner ou s'alterner chez une même personne. Il y a d'une part l'ensemble des signes évocateurs d'une souffrance internalisée, c'est-à-dire une souffrance dont la stratégie de gestion est tournée vers soi. Par exemple, les ruminations, le désintérêt pour les activités habituelles, le repli sur soi ou encore l'autodénigrement. Les difficultés internalisées sont par définition plus discrètes, ce qui ne facilite pas leur détection. Du reste, une fois repérées, bien qu'elles soient plutôt de nature à inspirer des réactions d'empathie dans un premier temps, sur le plus long terme, ce type de souffrance peut aussi provoquer chez l'autre un sentiment d'usure ou de lassitude. Enfin, les souffrances internalisées sont encore souvent interprétées comme un manque de motivation, de caractère ou de volonté chez la personne concernée. Il y a d'autre part l'ensemble des signes évocateurs d'une souffrance externalisée, c'est-à-dire une souffrance dont la stratégie de gestion est tournée vers l'extérieur, à savoir vers son environnement, matériel et ou social. Par exemple, l'agressivité physique ou verbale, l'irritabilité, les comportements provocateurs, l'impulsivité, l'agitation, les pleurs, les plaintes, etc. Ces comportements sont par définition plus visibles. Néanmoins, face à de l'agressivité, de l'impulsivité, de la provocation ou encore de l'agitation, les réponses interrogeront moins systématiquement la possibilité que ces comportements soient l'expression d'une souffrance. En effet, la souffrance, quand elle est externalisée, peut provoquer chez l'autre des réactions plus défensives ou répressives, et suscitera davantage l'agacement, voire le rejet, que la compassion. Il y a enfin l'ensemble des signes évocateurs d'une souffrance somatisée, c'est-à-dire une souffrance qui se traduit par des douleurs ou inconforts physiques. Par exemple, des maux de dos, de ventre ou de tête, une perte d'appétit, des troubles du sommeil, des chutes de cheveux, une prise ou une perte de poids conséquente, des problèmes de peau, etc., etc. Le vaste champ du psychosomatique et la puissance significative du langage du corps sont souvent sous-estimés. On cherchera parfois longtemps l'explication à des maux de dos chroniques ou à des nausées récurrentes en examinant sa posture ou son alimentation, ou en incriminant sa literie ou ses hormones, avant de penser au lien entre ces symptômes physiques et le stress emmagasiné ces derniers mois par exemple, ou encore à un choc émotionnel vécu récemment. Par rapport aux façons de faire face à une souffrance psychologique, les études démontrent une disparité de genre. Les femmes seraient plus promptes à internaliser, tandis que les hommes tendraient davantage à externaliser. Ces tendances peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, parmi lesquels sont souvent cités le fonctionnement hormonal, ainsi que le phénomène de socialisation émotionnelle, ou, en d'autres termes, la culture sociétale en vertu de laquelle on apprend à gérer ses émotions, et ce, dès le plus jeune âge, selon que nous soyons une fille ou un garçon.
Il peut être intéressant d'avoir conscience de ces inclinations liées au genre, mais il est tout aussi important d'être sensible au fait que l'inverse existe cependant. Des femmes peuvent externaliser leur souffrance, tout comme des hommes peuvent inversement l'internaliser. La souffrance psychologique est susceptible de toucher tout le monde. À tout âge, quel que soit son genre, et dans n'importe quelle classe sociale, personne n'est à l'abri de rencontrer un jour des difficultés psychiques. À la question « à qui être attentif ?», la réponse est donc à tout un chacun. Cela étant, si on est toutes et tous concernés, il convient sans doute de redoubler d'attention, sans pour autant les stigmatiser, à l'égard des personnes plus vulnérables. Des facteurs de vulnérabilité sont par exemple l'appartenance à une minorité de genre, ethnique ou sexuelle, la précarité socio-économique ou encore des événements de vie négatifs, voire traumatiques, contemporains ou passés. Deuil, rupture, contexte familial difficile, abus, violence, exil, etc. Quant à la question « à quoi être attentif ?», on peut s'entendre sur un point de départ à toute observation. De manière générale, ce qui doit susciter et retenir notre attention, c'est le changement ou la variation. Ce qui fait premier signal d'alerte, c'est l'inhabituel, à quelque niveau que ce soit. Qu'il s'agisse d'une modification du comportement, d'une fluctuation de l'humeur, de transformation physique ou de déplacement du discours, un tel constat est toujours à prendre en considération. À partir de celui-ci, il est possible de soutenir son attention dans le temps en se posant une série de questions qui viseront à déterminer s'il y a lieu de s'inquiéter. Aussi ne s'agit-il pas de s'alarmer à la moindre instabilité ou nouveauté, mais une fois celle-ci repérée, de se demander « cela se répète-t-il ou s'inscrit-il dans la durée ?» Cela est-il d'une grande intensité et interfère-t-il de manière conséquente sur le fonctionnement de la personne? Cela se cumule-t-il avec d'autres signaux, identifiés par moi et ou par autrui? Cela prend-il la place dans un contexte de vie ou parmi des événements de vie négatifs? Cela représente-t-il un risque pour la personne et ou pour son entourage? Concernant la dernière question balise, relative au risque, elle n'est pas toujours évidente à trancher. Se poser la question du risque appelle en effet des réponses à chaque fois circonstanciées, dépendantes de la situation, du contexte et des personnes en présence. Il n'est donc pas possible d'établir une grille d'évaluation du risque valable et applicable dans tous les cas. Toutefois, cette notion trouve un certain éclairage dans la définition de la santé mentale proposée par Jean Furtos et citée en introduction de cette vidéo. Dans cette optique, il faut pouvoir considérer le risque qu'une personne représenterait pour elle-même ou pour son entourage lorsque celle-ci adopte des comportements qui versent du côté d'une certaine destructivité, que cette dernière soit tournée vers soi ou vers son environnement, matériel et ou social. Il est important de conclure en insistant sur le fait que si certaines situations nécessitent le décryptage de toute une série d'éléments plus ou moins observables que nous avons voulu ici inventorier, il est évident que des confidences ou des propos inquiétants en soi doivent pouvoir être entendus directement comme des appels à l'aide. Il en va ainsi de la formulation d'idées noires ou suicidaires, par exemple. Dans ces cas-là, la profonde souffrance exprimée n'a pas à attendre l'examen du contexte, des autres signaux ou de la répétition pour être prise au sérieux. Une fois la souffrance repérée ou révélée, il peut être nécessaire d'orienter la personne concernée vers l'aide ou le soin dont elle pourrait avoir besoin. Pour en savoir plus sur les ressources existantes en santé mentale, n'hésitez pas à consulter les outils que nous avons créés pour vous aider à vous retrouver dans l'offre de services spécialisés.